À 15 ans, mes parents ont cru au mensonge de ma sœur et m'ont mise à la porte en pleine tempête. Dehors. Je n'ai pas besoin d'une fille malade. 3 heures plus tard, la police les a appelés à l'hôpital. Quand papa est entré et a vu qui était assis à côté de mon lit, ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Vous ne pouvez pas être ici. Mon nom est Olivia Sterling. J'ai 28 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'ai appris très tôt que dans notre maison, les larmes de Madison étaient plus fortes que mes réussites. Quand j'avais 11 ans, j'ai remporté la première place au Salon des sciences régionales. Mon projet sur les systèmes de filtration de l'eau a battu 40 autres élèves. J'étais si fier. J'ai couru à la maison, le ruban bleu serré dans ma main, j'ai fait irruption par la porte et j'ai trouvé maman dans la cuisine. J'ai gagné, ai-je crié. Elle a souri, m'a serré dans ses bras. C'est merveilleux, ma chérie. Puis Madison est entrée, revenant de son cours de danse. 8 ans, le visage rouge, les larmes coulant. J'ai raté ma pirouette. Tout le monde s'est moqué de moi. Les bras de maman m'ont quitté. Elle s'est agenouillée, a rapproché Madison. Oh, mon bébé. Ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Je suis resté là, tenant mon ruban. Personne n'a demandé à le voir. C'était le schéma. Madison avait besoin de plus d'attention. Madison était sensible. Madison nécessitait une manipulation soigneuse. J'ai appris à célébrer discrètement, à avoir moins de besoins, à prendre moins de place. À 14 ans, j'avais arrêté de leur montrer mes bulletins. Les excellentes notes ne rivalisaient pas avec le drame des notes moyennes de Madison. Quand j'ai été accepté au prestigieux camp scientifique d'été, j'étais ravi. Bourse complète, 2 semaines à étudier les sciences de l'environnement avec de vrais chercheurs. Papa a levé les yeux de son téléphone. C'est bien, Olivia. Madison a fondu en larmes. Pourquoi est-ce qu'elle peut partir? Ce n'est pas juste. Maman a serré l'épaule de Madison. Olivia, peut-être que tu pourrais sauter cette année. Ta sœur a besoin. J'ai besoin que tu sois là, a terminé Madison. Je ne suis pas allé au camp. Ils ont dit que c'était une question d'unité familiale, d'être compréhensive, d'être la plus grande. J'ai appris à être petite, silencieuse, peu exigeante. Mais le point de rupture approchait. Je ne savais tout simplement pas qu'il arriverait dans une tempête. Le mensonge a commencé petit. Madison, 12 ans maintenant, empruntait mes affaires sans demander. Quand je le mentionnais gentiment, toujours gentiment, elle le niait. Je n'ai jamais touché ton pull. Même quand il était littéralement sur son lit. Maman soupirait. Olivia, ne commence pas de dispute. Puis de l'argent a disparu du portefeuille de maman. 50 $. Madison a dit qu'elle m'avait vu près du sac de maman ce matin-là. Ce n'était pas le cas. J'étais parti tôt à l'école. Papa m'a appelé dans son bureau. As-tu pris de l'argent à ta mère? Non, je ne l'ai pas fait. Madison dit que si. Madison ment. Sa mâchoire s'est contractée. N'accuse pas ta sœur. Mais je ne l'ai pas fait. Assez. Sa voix a tranché la mienne. Je suis déçu de toi, Olivia. Je te croyais meilleur que ça. J'ai perdu mon téléphone pendant 1 mois et l'opportunité du camp scientifique qui m'avait été promise pour l'été suivant, disparue. Nous ne pouvons pas te faire confiance avec l'indépendance pour le moment, a dit maman. Madison regardait depuis les escaliers. Quand nos parents ne regardaient pas, elle souriait. Ces 50 $ volés n'étaient qu'un test. Madison apprenait qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Le schéma s'est intensifié. Un vase cassé. Ma faute. Un examen raté pour lequel Madison n'avait pas étudié. J'aurais dû l'aider davantage. Une rumeur à l'école selon laquelle Madison avait triché à un quiz. J'avais dû la lancer. J'ai arrêté de me défendre. À quoi bon? Il croyait ses larmes plutôt que ma vérité à chaque fois. À 15 ans, je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Présente mais invisible, sauf quand ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. J'ai commencé à passer plus de temps à la bibliothèque, à l'école, n'importe où sauf à la maison. Je me disais que je devais juste survivre jusqu'à l'université. 2 ans de plus. Je pouvais tenir 2 ans de plus.
Je me trompais. Octobre, première année de lycée. Tout semblait lourd cette semaine-là. Il y avait un garçon à l'école nommé Jack. Il était dans ma classe de chimie avancée. Un gars sympa. Nul pour équilibrer les équations. Il m'avait demandé de l'aide quelques fois et j'étais resté après les cours pour lui expliquer la stéchiométrie. C'était tout. Juste de l'aide pour les devoirs. Madison avait le béguin pour lui. Un béguin massif et obsessionnel. Elle passait devant ma salle de classe juste pour le voir. Elle s'entraînait à écrire Madison Sterling Walker dans son journal. Je l'avais vu une fois en allant lui rendre son stylo emprunté. Mardi, Jack m'a attrapé à mon casier. Et, merci pour l'aide hier. Tu m'as vraiment sauvé. J'ai souri. Pas de problème. Peut-être qu'on pourrait étudier ensemble un jour pour le partiel. Bien sûr. La bibliothèque, ça marche. Cool. Il s'est éloigné. Je me suis retourné et j'ai vu Madison, à 6 mètres dans le couloir, me fixant, le visage pâle. Ce soir-là au dîner, elle a à peine parlé, se contentant de pousser la nourriture dans son assiette. Maman n'arrêtait pas de lui demander si elle allait bien. Madison haussait les épaules, ne disait rien. J'aurais dû savoir que son silence était plus dangereux que ses larmes. Jeudi, j'ai eu une conférencière invitée dans ma classe de biologie, le docteur Eleanor Smith de l'Université d'État. Elle parlait de la recherche sur l'équité en éducation. Je suis resté après pour poser des questions. Elle a semblé impressionnée. Vous avez un esprit curieux, dit-elle en me tendant sa carte. Ne laissez personne éteindre cette lumière. J'ai souri, les remercié. Je n'avais aucune idée qu'elle me sauverait la vie. Une semaine plus tard, ce vendredi, l'alerte à la tempête a commencé. Une grosse qui arrivait. Tout le monde se préparait, faisait des provisions, se calfeutrait. Madison ne me parlait toujours pas. Ne me regardait même pas. Je me souviens avoir pensé, au moins, j'aurai le week-end pour rattraper mes devoirs en paix. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait. Vendredi soir. La pluie a commencé vers 18h. Nous avons dîné dans un silence quasi total. L'alerte météo n'arrêtait pas de sonner sur le téléphone de papa. Avertissement de vent, alerte d'inondation, tout le monde était tendu. Madison picorait ses pattes. Je sentais qu'elle m'observait. Quand je levais les yeux, elle détournait le regard. Après le dîner, je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé mes devoirs d'anglais. Dehors, le vent se levait. La pluie martelait les fenêtres. Le genre de tempête où l'on est reconnaissant d'être à l'intérieur. Vers 20h, j'ai entendu des pleurs en bas. Madison, des sanglots bruyants et convulsifs. Je me suis figé, j'ai posé mon stylo, j'ai écouté. La voix de maman, apaisante. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Encore des pleurs. J'ai attendu. Peut-être qu'elle s'était tordu la cheville. Peut-être qu'elle avait raté un autre examen. Olivia. La voix de papa, sèche, en colère. Descends ici tout de suite. Mon estomac s'est noué. Je suis descendu lentement. Chaque marche semblait lourde. Madison était sur le canapé, le visage enfoui dans l'épaule de maman. Maman lui caressait les cheveux. Papa se tenait près de la cheminée, les bras croisés, le visage rouge. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Madison a levé les yeux, gonflés, les larmes coulant. Elle m'a regardé et pendant une seconde, moins d'une seconde, j'ai vu autre chose derrière ses larmes. Quelque chose de froid. Puis c'était parti. Dis-lui ce que tu nous as dit, a dit papa. Sa voix était de glace. Les lèvres de Madison ont tremblé. Pourquoi me détestes-tu autant? Quoi? Je me suis approché. Je ne te déteste pas. Alors pourquoi? Elle a eu un hoquet, a sangloté. Pourquoi as-tu répandu des rumeurs sur moi à l'école? Mon esprit s'est vidé. Quelle rumeur? À propos de moi et de Jack? À propos de moi qui ai triché à ce quiz? À propos de moi qui suis? Qui suis une menteuse? Le sol a basculé. Madison, je n'ai jamais. Ne lui mens pas, a dit maman doucement. Ne fais pas ça. Je ne savais pas de quoi elle parlait, mais j'allais le découvrir. Et ça allait me coûter tout.
Je n'ai répandu aucune rumeur, ai-je dit, ma voix tremblante. Je ne sais pas de quoi tu parles. Madison a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Alors explique ça. Elle a montré à maman une capture d'écran, une conversation de groupe, des messages que j'étais censé avoir envoyés, des choses vicieuses sur Madison, des choses que je ne dirai jamais. Mais il y avait mon nom, ma photo de profil. Je n'ai pas écrit ça, ai-je dit. Quelqu'un utilise mon compte. Tais-toi. La voix de papa a claqué comme le tonnerre. Tais-toi, arrête de mentir. Je ne mens pas, et Jack, a murmuré Madison. Tu savais que je l'aimais bien. Mais tu as flirté avec lui, tu as essayé de me faire passer pour une idiote. Il m'a demandé de l'aide en chimie. C'est tout. C'est tout? La voix de Madison s'est élevée. Tu es resté après les cours avec lui, tu l'as rencontré à la bibliothèque. Il a dit à son ami qu'il te trouvait jolie. Nous sommes des partenaires d'études. Tu as essayé de me le voler. Madison était maintenant debout. Et la semaine dernière tu m'as poussé dans les escaliers. Regarde. Elle a relevé sa manche. Un bleu sur son avant-bras. Violet foncé. J'ai regardé fixement. Je ne t'ai jamais touché. Si, maman. Elle l'a fait. Je ne voulais rien dire parce que je pensais. Je pensais qu'elle était peut-être juste stressée. Mais maman s'est levée, s'est interposée entre nous. Olivia, c'est sérieux. Si tu as blessé ta sœur. Je ne l'ai pas fait. Alors comment a-t-elle eu ce bleu? A exigé papa. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se l'est fait elle-même. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Les yeux de Madison se sont écarquillés. Des larmes fraîches. Tu penses que je me ferais du mal juste pour t'accuser? Oui. Ai-je crié maintenant, désespéré. Oui, parce que c'est ce que tu fais. Tu mens. Tu mens sur moi depuis des années. Papa a fait un pas vers moi. Est-ce vrai, Olivia? Tu as harcelé ta sœur, tu lui as rendu la vie misérable? Non. Mon Dieu, non. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'en ai assez entendu. Assez. Le poing de papa a claqué sur la cheminée. J'ai assez entendu tes excuses. Ce ne sont pas des excuses. S'il vous plaît, laissez-moi juste m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. La voix de maman était calme, déçue. Je pensais que nous t'avions mieux élevé que ça. Madison a sangloté dans ses mains. L'image parfaite d'une victime. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Et pendant un instant, elle m'a regardé en retour. Et elle ne pleurait plus. Ses yeux étaient secs, calculateurs. Tu mens, ai-je dit, à peine un murmure. Non, dit-elle, et sa voix n'a pas tremblé. Si. Tu as tout inventé. Olivia, a commencé maman. Elle ment. Je me suis tourné vers papa. S'il te plaît, tu dois me croire. Je ne lui ferai jamais de mal. Je ne répandrai jamais de rumeurs. Elle fait ça parce qu'elle est jalouse. Parce que Jack ne l'aime pas. Parce que... C'est ça. La voix de papa est devenue froide. Plate. Je ne veux plus entendre un mot de toi. Tu es malade. Quelque chose ne va pas chez toi. Le mot a frappé comme une gifle. Malade. Je ne suis pas, tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Mais pour l'instant, il a montré la porte. Pour l'instant, je veux que tu sortes de ma vue. La pluie tombait à verse dehors. Le tonnerre secouait les fenêtres. Papa, il y a une tempête. Je m'en fiche. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Son visage s'est tordu. Dehors. Je n'ai pas besoin d'une fille malade comme toi dans cette maison. Les mots se sont gravés en moi. Fille malade. Comme si j'étais malade, brisé, anormal. J'ai regardé maman, la suppliant silencieusement. Dis quelque chose. Arrête-le. Dis-lui que c'est de la folie. Elle s'est détournée. A gardé son bras autour de Madison. J'ai attrapé ma veste du crochet. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine la fermer. La porte a claqué derrière moi. À travers la fenêtre,
je pouvais voir Madison me regarder partir. Elle ne pleurait plus. Elle souriait. La pluie m'a frappé comme un mur. Froide, en colère. En quelques secondes, j'étais trempé jusqu'aux os. Je suis resté sur le porche un instant, attendant. Peut-être que papa me poursuivrait. S'excuserait, dirait qu'il avait réagi de manière excessive. La porte est restée fermée. J'ai commencé à marcher. Nulle part où aller. Juste loin, loin de cette maison, loin des mensonges de Madison, loin des parents qui croyaient que j'étais malade. Mon téléphone a vibré. Batterie faible, 8%. Je l'ai sorti, j'ai essayé d'appeler mon amie Sarah. Pas de réponse. Jessica. Directement sur la messagerie vocale. C'était vendredi soir. Tout le monde était à la maison avec sa famille. En sécurité, au sec. Pas moi. Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage. La pluie tombait à verse. Je pouvais à peine voir à 3 mètres devant moi. Des voitures passaient, projetant de l'eau des flaques. Personne ne s'est arrêté. Je me suis dirigé vers la bibliothèque. Peut-être que je pourrais y attendre que la tempête passe. Elle était fermée. Fenêtre sombre, porte verrouillée. La gare routière était à 3 kilomètres. Si je pouvais y arriver, je pourrais m'asseoir à l'intérieur, rester au chaud, trouver quoi faire. J'ai marché. Chaque pas était lourd. Mes chaussures étaient trempées, l'eau giclant à chaque pas. Ma veste me collait à la peau. J'avais si froid que mes dents claquaient. Le tonnerre a craqué au-dessus de ma tête. La foudre a fendu le ciel. J'ai pensé à faire demi-tour, à frapper à la porte, à supplier de rentrer. Mais le regard sur le visage de papa, le dégoût. Je ne pouvais pas l'oublier. Fille malade. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que quelque chose n'allait pas chez moi. Sinon, pourquoi ma propre famille choisirait-elle Madison plutôt que moi à chaque fois? La gare routière était encore à 1,5 km. La pluie est devenue plus forte, le vent plus violent. Je n'ai vu les phares que lorsqu'il était presque trop tard. Je traversais à une intersection. Le feu était vert. Je suis sûr qu'il était vert, mais la pluie tombait si fort et le vent hurlait et je ne pouvais pas voir clairement. La voiture est sortie de nulle part. Des phares brillants et aveuglants, un klaxon retentissant, des freins crissants. J'ai essayé de reculer. Je n'ai pas été assez rapide. L'impact m'a projeté sur le côté. J'ai senti mon corps heurter le capot, puis le trottoir, durement. Ma tête a craqué contre l'asphalte. La douleur a explosé dans mon crâne, blanche et brûlante, dévorant tout. Je ne pouvais pas bouger, pas respirer. La pluie se déversait dans ma bouche, mes yeux. Tout était de travers. Anormal. J'ai entendu une portière de voiture claquer, des pas qui couraient, éclaboussant l'eau. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La voix paniquée d'une femme. Ma chérie, tu m'entends? J'ai essayé de répondre. Rien n'est sorti. Ne bouge pas. Reste juste. Reste immobile. J'appelle le 911. Ses mains étaient sur mon épaule. Douce. Reste avec moi. D'accord. Comment tu t'appelles? J'ai cligné des yeux, j'ai essayé de me concentrer. Son visage était flou, des cheveux noirs, la pluie coulant sur ses joues. Elle avait l'air familière. L'avais-je déjà vue? Mes parents, ai-je réussi à dire. Ma voix était à peine un murmure. Tes parents? D'accord. Quel est leur numéro? Je vais les appeler. Ils ne. J'ai toussé. J'ai goûté du sang. Ils ne veulent pas de moi. Son visage a changé. Quoi? Ils m'ont mise à la porte. Les mots semblaient lourds. Ils ont dit que je suis malade. Ils ne veulent plus de moi. Elle m'a regardé fixement, la pluie tombant à verse entre nous. J'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la reconnaissance peut-être, ou de l'horreur. Tu vas t'en sortir, dit-elle. Mais sa voix tremblait. Je te le promets. Tu vas t'en sortir. Des sirènes au loin, se rapprochant. Le visage de la femme a été la dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir. Je ne me souviens pas de l'ambulance. Je ne me souviens pas d'être arrivé à l'hôpital.
Mon premier souvenir clair est un son. Des machines qui bipent, des néons qui bourdonnent, l'odeur d'antiseptique et une voix. La femme de l'accident. Elle a une commotion cérébrale grave, une possible hémorragie interne. Vous devez la garder en observation. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Trop lourd. Tout me faisait mal. Je reste. La même voix. Ferme maintenant, plus paniqué. Je ne la laisserai pas seule. Madame, êtes-vous de la famille? Je suis celle qui l'a heurtée avec ma voiture. Je reste jusqu'à ce que ses parents arrivent. Le temps a passé. J'entrais et sortais de la conscience. Des voix allaient et venaient. À un moment donné, j'ai entendu de nouvelles voix, familières. Nous sommes les parents d'Olivia Sterling. Papa, il avait l'air tendu. Monsieur et Madame Sterling. La voix de la femme à nouveau. Froide maintenant. Professionnelle. Je suis le docteur Eleanor Smith. Une pause. La reconnaissance s'est faite. Vous. Vous êtes professeur à l'université d'État, a dit maman. Je suis doyenne des études supérieures, en fait. Son ton aurait pu couper du verre. Je suis celle qui a heurté votre fille avec ma voiture ce soir. C'était un accident, a dit papa rapidement. Nous ne. Elle a traversé la route en pleine tempête. Elle était trempée, seule la nuit. La voix du docteur Smith s'est élevée. Elle a 15 ans. Pourquoi était-elle là dehors? Silence. Monsieur Sterling, je vous ai posé une question. Il y avait. Nous avions une situation familiale. Un problème de discipline. Un problème de discipline. Le docteur Smith a répété les mots lentement. Quel genre de problème de discipline implique de mettre un enfant dehors dans une tempête? Nous ne l'avons pas fait. Ce n'était pas comme ça. Alors comment était-ce? Parce que votre fille m'a dit quelque chose avant de perdre connaissance. Elle a dit que ses parents ne voulaient plus d'elle. Elle a dit que vous lui aviez dit qu'elle était malade. Encore du silence. Vous mentez. La voix de Madison. Petite. Effrayée. Olivia invente ça. Elle. Elle était à peine consciente. Elle n'inventait rien. J'ai entendu des pas. Quelqu'un s'éloignant de mon lit. La voix du docteur Smith, plus loin. Maintenant, je dois parler à une assistante sociale. Cela ne sera pas nécessaire. La voix de papa, essayant de paraître autoritaire. Échouant. Nous sommes ses parents. Nous allons nous en occuper à partir de maintenant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous vous en êtes assez occupé. C'est une affaire de famille privée. Au moment où vous avez envoyé une mineure dans une tempête, ça a cessé d'être privé. Les pas du docteur Smith sont revenus. J'ai senti sa main sur la mienne, chaude, protectrice. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas qu'elle est en sécurité. Une voix différente maintenant, un policier. Monsieur Sterling, nous devons vous poser quelques questions. Nous n'avons rien fait de mal, a dit maman. Mais sa voix tremblait. Votre fille a été heurtée par une voiture à 23 heures dans une tempête majeure. Elle a 15 ans. Nous devons comprendre pourquoi elle n'était pas à la maison. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. J'ai réussi à les faire voleter. Tout était flou. Des formes bougeaient. J'ai vu la silhouette de papa. Madison derrière lui. Le docteur Smith a remarqué. Elle se réveille. Tout le monde dehors, maintenant. C'est notre fille, a commencé papa. Et je suis le médecin dans cette chambre. Dehors. Des pas, des voix qui s'estompent, la porte s'est fermée. J'ai senti le docteur Smith se pencher plus près. Sa main a serré la mienne doucement. Tu es en sécurité maintenant, a-t-elle murmuré. Je te promets que tu es en sécurité. Je voulais la croire, mais, en sécurité, était un mot étranger. Je ne m'étais pas senti en sécurité depuis des années. J'ai refermé les yeux, j'ai laissé l'obscurité m'emporter. Quand je me suis réveillé 3 jours plus tard, mes parents étaient partis. Le docteur Smith était toujours là. Elle avait tenu sa promesse. Elle ne m'avait pas laissé seul. La commotion était grave. J'ai passé 4 jours à l'hôpital. Le docteur Smith est venu tous les jours, a apporté des livres, s'est assise à côté de mon lit, m'a parlé de l'université,
de la science, de futurs que je n'avais jamais imaginé. Mes parents m'ont rendu visite une fois, ont apporté un sac de vêtements, quelques devoirs. Ils se tenaient au pied de mon lit, mal à l'aise. Des étrangers en blouse d'hôpital. Nous sommes contents que tu ailles bien, a dit maman. Papa a hoché la tête. Tu nous as fait une belle frayeur. Ni l'un ni l'autre ne se sont excusés, n'ont rien expliqué, n'ont pas demandé si je voulais rentrer à la maison. Madison n'est pas venue du tout. Le 5e jour, une assistante sociale est venue. Elle s'appelait Rita. Elle avait des yeux gentils et posait des questions d'une voix douce sur ma maison, ma famille, ce qui s'était passé cette nuit-là. Je lui ai tout raconté. Les mensonges de Madison, mes parents qui la choisissaient, les mots « fille malade ». Rita a écouté, a pris des notes. Olivia, tu as des options. Tu n'es pas obligé de rentrer. Où d'autre irais-je? Le docteur Smith a frappé à la porte, est entré. Elle pourrait rester avec moi. Je l'ai regardé fixement. Quoi? Un placement en famille d'accueil, temporaire, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de permanent, si tu veux. Elle a regardé Rita. J'ai déjà commencé les formalités. Pourquoi feriez-vous ça? Ma voix s'est brisée. Vous ne me connaissez même pas, le docteur Smith s'est assis sur le bord de mon lit. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois. Quand j'avais 17 ans, ma famille m'a mise à la porte. Un professeur m'a accueilli. Il a changé ma vie. Elle a touché ma main. Tu es brillante, Olivia. Tu as un potentiel dont la plupart des enfants ne rêvent même pas. Ne laisse personne te dire que tu es malade. Ne laisse personne éteindre cette lumière. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je comprendrai si tu veux rentrer à la maison, a dit doucement le docteur Smith. Mais si tu veux quelque chose de différent, je suis là. J'ai pris ma décision dans cette chambre d'hôpital. J'ai choisi différent. 6 mois plus tard, j'étais une personne différente. Même nom, vie différente. La maison du docteur Smith était calme, organisée, pleine de livres et de plantes et de musique classique douce. Elle m'a donné la chambre d'amis, a dit que je pouvais la décorer comme je le voulais. J'ai changé d'école, j'ai recommencé à zéro. Personne ne connaissait Madison, mes parents, le fait d'être là, fille malade. J'étais juste Olivia, intelligente, concentrée, enfin libre de respirer. Le docteur Smith, Eleanor, elle insistait pour que je l'appelle ainsi, m'a exposé à un monde que je n'avais jamais vu. Conférences universitaires, symposiums de recherche, dîner avec des professeurs discutant de politique, d'équité et de changement. L'éducation, c'est la liberté, disait-elle. La connaissance, c'est le pouvoir. Personne ne peut te l'enlever. Je me suis jeté dans les études. Les excellentes notes n'étaient plus seulement des notes. C'étaient des preuves. La preuve que je n'étais pas malade, pas brisé, pas anormal. Eleanor m'a appris à rédiger des demandes de subventions, à propos des bourses, des systèmes qui aident les enfants comme moi, les enfants issus de situations difficiles, les enfants qui ont besoin d'une seconde chance. Tu feras quelque chose d'important un jour, m'a-t-elle dit une fois alors que nous dînions, des pâtes et une salade, normale, sûre. Je le vois. Je pensais parfois à mon ancienne famille. Je me demandais si Madison leur avait jamais dit la vérité. Si papa avait jamais regretté ses mots. Si maman m'avait jamais défendu. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à eux. J'ai entendu des choses par des amis communs. Madison allait bien, toujours l'enfant en or, toujours le centre de l'attention. Mes parents avaient enlevé toutes mes photos de la maison comme si je n'avais jamais existé. Bien, ai-je pensé. Laissez-les m'effacer. Je construis quelque chose de mieux. En terminale, j'avais un plan. L'université, une spécialisation en politique de l'éducation, construire quelque chose qui aiderait les enfants qui passent entre les mailles du filet, les enfants dont les familles les ont laissés tomber. J'allais transformer ma douleur en but. L'université a été un tourbillon de sessions d'études et de nuits tardives et d'apprentissage lent pour faire à nouveau confiance. J'ai obtenu une bourse complète pour une université prestigieuse. La lettre de recommandation d'Eleanor était élogieuse. Je me suis spécialisé en politique de l'éducation et en justice sociale, avec une mineure en psychologie. Je voulais comprendre les systèmes, pourquoi certains enfants recevaient de l'aide et d'autres tombaient dans des fissures assez larges pour les engloutir tout entiers. Les étés,
j'ai fait des stages dans des organisations à but non lucratif, des organisations de rédaction de subventions, des groupes de défense des jeunes. J'ai appris comment l'argent circulait, comment les programmes démarraient, comment transformer l'empathie en action. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien. Eleanor a pleuré à ma cérémonie. Je suis si fière de toi, a-t-elle murmuré. Incroyablement fière. J'ai été embauchée immédiatement en tant que coordinatrice de recherche dans un département d'éducation universitaire. L'université d'Eleanor, en fait. Bâtiment différent, distance professionnelle, mais toujours connecté. À 25 ans, j'ai eu une idée. Un programme de bourse pour les étudiants issus de situations familiales difficiles. Les enfants qui avaient été mis à la porte, maltraités, négligés, les enfants qui avaient besoin d'une seconde chance. Je l'ai appelé la bourse des secondes chances. Original, je sais, mais clair. Eleanor m'a aidé à rédiger les demandes de subvention. Nous avons obtenu un financement de 3 organisations, lancé le programme dans une université en tant que projet pilote, puis 2 universités, puis 5. À 27 ans, nous avions accordé plus de $200 000 de bourse, aidé 47 étudiants à rester à l'école, à rester en vie, à garder espoir. Les médias ont commencé à s'intéresser. Journaux locaux, revues d'éducation. J'ai donné des interviews, j'ai pris la parole lors de conférences, j'ai toujours raconté mon histoire de manière vague. Une jeune fille de 15 ans à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Sans jamais citer de nom. Un jour, mon collègue David Brox a frappé à la porte de mon bureau. « Olivia, tu es envisagée comme conférencière principale lors d'une cérémonie de remise des diplômes. » « Quelle université ? » ? « L'université d'État de Riverside. » Mon estomac s'est noué. C'est. J'ai arrêté, j'ai respiré. C'est l'école de ma sœur. David a cligné des yeux. Tu as une sœur ? Plus maintenant, ai-je dit doucement. Mais oui, elle obtient son diplôme ce printemps. David s'est assis. Veux-tu que je refuse en ton nom ? J'ai regardé mon bureau, mes mains, les demandes de bourses empilées en piles bien rangées. 47 étudiants, 47 secondes chances. Quel est le thème, ai-je demandé. Résilience et équité en éducation. Le président Walsh a spécifiquement demandé. Il a dit que votre travail incarne tout ce que la cérémonie devrait représenter. Mon travail. Le programme de bourse naît du fait d'avoir été jeté, d'avoir été traité de malade. Est-ce que je devrais ? J'ai fait une pause. Est-ce que j'aurai un contrôle créatif sur mon discours ? Contrôle total. Ils veulent juste que vous soyez là. J'ai pensé à Madison, assise dans sa toge et son mortier, souriant, se vantant probablement de sa famille parfaite, de ses parents qui la soutiennent, de son statut d'enfant unique. J'ai pensé à mes parents dans le public, fiers, inconscients, croyant toujours qu'ils avaient fait le bon choix il y a 13 ans. J'ai pensé à me tenir sur cette scène, à raconter mon histoire, non pas pour la vengeance, mais pour la clôture. Je dois parler à Eleanor, ai-je dit. Ce soir-là au dîner, je lui ai tout exposé. Ils n'ont aucune idée que j'existe à ce titre. Aucune idée que j'ai construit ça. Ils pensent probablement que je suis morte ou sans abri ou. J'ai arrêté. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Eleanor a posé sa fourchette. Que veux-tu qu'il se passe ? Je veux clore le chapitre correctement. Pas avec colère, avec la vérité. Et s'ils sont blessés ? Ils m'ont blessé en premier. J'ai croisé son regard. Je ne fais pas ça pour me venger. Je fais ça parce que mon histoire compte. Parce que leur montrer qui je suis devenu malgré eux, ce n'est pas vindicatif. C'est honnête. Eleanor a tendu la main sur la table, a serré la mienne. Alors fais-le. Selon tes propres termes, la tête haute. Montre-leur qui tu es maintenant. J'ai appelé David le lendemain matin. Dites au président Walsh que j'accepte. Je n'ai pas vu Madison en personne, mais j'ai entendu des choses, vu des choses. Les réseaux sociaux rendent les fantômes visibles. Elle postait constamment. Sa dernière année a été documentée par des photos filtrées et des légendes soigneusement choisies. Des brunchs entre amis. Des sessions d'études qui ressemblaient plus à des séances photos. L'expérience universitaire parfaite. Je n'arrive pas à croire que je vais avoir mon diplôme dans 2 mois, lisait une légende. Si reconnaissante envers mes parents qui m'ont soutenu à chaque étape. Les commentaires ont afflué.
Tu es incroyable. Si fier de toi. Tes parents t'ont bien élevé. J'ai parcouru son profil une fois. Juste une fois. Curiosité morbide. Il n'y avait pas de photo de moi, aucune mention d'une sœur dans son univers numérique. Je n'avais jamais existé. Un poste a attiré mon attention. Madison au dîner avec nos parents. Grand sourire, verre à vin levé. Je célèbre ma remise de diplôme avec les 2 meilleures personnes au monde. Je vous aime, maman et papa. Papa avait l'air plus âgé, des tempes grises. Maman avait l'air fatiguée, mais ils avaient l'air heureux, fiers. J'ai fermé l'application. Par de vieilles connaissances, des gens que j'avais connus avant la tempête, j'ai appris que Madison était excitée par la remise des diplômes. Grande cérémonie. Tous ses amis seraient là. Ses parents organisaient une fête après. La conférencière principale est censée être vraiment bien, a posté un ami dans une conversation de groupe dont je faisais encore accidentellement partie. Une chercheuse qui a lancé un programme de bourse. Ça devrait être inspirant. Madison avait répondu, PFF, ces discours sont toujours si ennuyeux, mais peu importe. C'est ma journée. J'ai souri à ça, j'ai pris une capture d'écran, je l'ai enregistrée. Pas pour la vengeance, juste pour prouver qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Je me suis demandé si elle me reconnaîtrait. 13 ans, c'était long. J'avais changé, grandi, je suis devenu quelqu'un d'autre entièrement. J'imagine qu'on allait le découvrir. J'ai écrit mon discours en 2 semaines. J'ai rédigé, révisé, coupé, ajouté, je l'ai lu à voix haute à Eleanor une 12aine de fois. Ne mentionne pas de nom, a conseillé Eleanor. Raconte l'histoire, laisse les gens faire les liens eux-mêmes. Le discours commençait par des statistiques. L'inégalité en matière d'éducation, les étudiants qui passent à travers les mailles du système. Puis il est devenu personnel. À 15 ans, on m'a dit que je n'avais pas ma place, que quelque chose n'allait pas chez moi, que j'étais trop brisé pour qu'on me garde. Je me suis entraîné devant le miroir, j'ai regardé mon visage rester calme, posé, professionnel. Mais quelqu'un a vu du potentiel au lieu de problème. Quelqu'un m'a donné une seconde chance. Et ça a tout changé. Pas de larmes, pas de colère. Juste des faits, juste la vérité. David a tout arrangé. Parking, accréditation, mon nom dans le programme. Olivia Sterling, directrice du programme de bourse des secondes chances. La nuit précédente, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant à Madison, à la voix de papa disant, fille malade, à maman qui se détournait. Est-ce que je faisais ça pour les bonnes raisons? Eleanor a frappé doucement. Elle est entrée avec du thé. Elle s'est assise sur le bord de mon lit comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Des doutes, a-t-elle demandé. Juste des pensées. Tu n'es pas la fille qu'ils ont jetée, Olivia. Tu es la femme qui s'est reconstruite. Souviens-toi de ça demain. J'ai siroté le thé. Camomille. Miel. Seras-tu là? Au premier rang, toujours. Le matin est arrivé trop vite. Je me suis habillé avec soin. Un tailleur bleu marine. Professionnel mais pas guindé. Le collier de perles de la grand-mère d'Eleanor. Elle avait insisté pour que je l'emprunte. Dans le miroir, j'avais l'air confiante, réussie, rien à voir avec l'adolescente de 15 ans trempée à qui on avait dit qu'elle était malade. J'étais prête. Le campus était magnifique. De vieux bâtiments en briques, des pelouses manucurées, des étudiants en toge et en mortier partout. Des familles prenant des photos, des rires, de l'excitation. L'air vibrait de possibilités. Je suis arrivé tôt, j'ai rencontré le président Walsh dans son bureau. Il était chaleureux, expansif. Mademoiselle Sterling, nous sommes honorés de vous avoir. Votre travail est extraordinaire. Merci, monsieur. Les étudiants seront inspirés. J'en suis sûr. David m'a accompagné à l'auditorium. Les coulisses étaient un chaos contrôlé. Le corps enseignant ajustait les toges, le personnel vérifiait les microphones, les diplômés jetaient un coup d'œil à travers les rideaux sur les sièges qui se remplissaient. J'ai regardé le programme, j'ai parcouru les noms des diplômés. Là, 3e rangée. Madison Sterling, Bachelor of Arts en communication. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Ça va, a demandé David.
Oui. J'ai plié le programme. Juste prête. Eleanor est arrivée. Elle portait une magnifique robe émeraude, avait l'air fière. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu vas y arriver. Je sais. Souviens-toi, je sais. J'ai souri. La tête haute, la vérité claire. Pas de vengeance, juste de l'honnêteté. Elle m'a embrassé sur la joue, est allée trouver sa place. L'auditorium se remplissait. Je pouvais entendre le murmure des voix. Des centaines de personnes, familles, amis, tous ici pour célébrer leur diplômé. Quelque part là dehors, mes parents étaient assis, probablement dans la section du milieu. Bonne vue. Excité par le grand moment de Madison. Il n'avait aucune idée de qui était la conférencière principale. David avait confirmé que le programme mentionnait mon nom, mais enterré en petits caractères. La plupart des gens ne lisaient pas attentivement les biographies des conférenciers. Ils allaient le découvrir assez tôt. Le président Walsh m'a touché l'épaule. 5 minutes. Vous passez après les remarques d'ouverture. J'ai hoché la tête, j'ai respiré, j'ai lissé mon tailleur. Depuis les coulisses, je pouvais voir la scène, le podium, le microphone, des centaines de visages au-delà des lumières. C'était l'heure. Attendez, avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand je suis monté sur cette scène, je dois vous demander, avez-vous déjà été dans une situation où votre famille doutait de vous, mais où vous leur avez prouvé le contraire? Mettez un oui ou un non dans les commentaires. Et si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment cette histoire à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. D'accord, maintenant retour à la cérémonie. C'est là que tout a changé. Le président Walsh s'est approché du podium. La foule s'est tue. Bienvenue aux diplômés, aux familles et aux invités d'honneur. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite, la résilience et le potentiel illimité de nos étudiants. Applaudissements. Acclamations. Notre conférencière principale incarne ces valeurs. Elle a consacré sa carrière à garantir que chaque étudiant, quelles que soient ses circonstances, ait accès aux opportunités. Veuillez accueillir la directrice du programme de bourse des secondes chances, Mademoiselle Olivia Sterling. L'auditorium a éclaté en applaudissements polis. Je suis entré dans la lumière. La scène était immense. Podium au centre, microphone en attente. Au-delà du premier rang, les visages se fondaient en une mer de toges et de mortiers. J'ai marché à pas mesurés, confiante, calme. Mes talons ont cliqué contre le sol de la scène. Et puis je les ai vus. 3e rangée. Madison en toge et en mortier. Des cordons d'honneur autour du cou. Elle applaudissait, souriait, tournait à moitié pour chuchoter quelque chose à la fille à côté d'elle. Puis elle a levé les yeux, m'a vu. Ses mains se sont figées en plein applaudissement. Son sourire a vacillé. La confusion a traversé son visage. Puis la reconnaissance, puis le choc. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Aucun son n'en est sorti. Derrière elle, 8e rangée. Maman et papa applaudissaient toujours, ne regardant pas encore de près. Juste des membres polis du public applaudissant une conférencière dont ils n'avaient pas enregistré le nom. J'ai atteint le podium, j'ai ajusté le microphone, j'ai regardé la foule. Le visage de Madison était pâle, me fixant. Son ami l'a poussé du coude. Ça va? Eleanor était assise au premier rang, à droite de la scène. Elle a hoché la tête une fois, un petit signe encourageant. J'ai agrippé les bords du podium. Bonjour. Merci, président Walsh, pour cette généreuse introduction. Ma voix était claire, forte, amplifiée à travers des centaines de personnes. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Je l'ai vu se pencher en avant, plisser les yeux, essayant de reconnaître ma voix. La main de maman est allée à sa poitrine. J'ai souri. Professionnelle, chaleureuse. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de résilience, de ce qui se passe quand on perd tout et qu'on se retrouve quand même. Le public était maintenant silencieux, attentif. Laissez-moi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. J'ai gardé ma voix stable, conversationnelle. On lui a dit qu'elle n'avait pas sa place, que quelque chose n'allait fondamentalement pas chez elle, qu'elle était trop brisée pour qu'on la garde. La main de maman a agrippé le bras de papa. Je pouvais le voir même depuis la scène.
Une nuit, en pleine tempête, on l'a mise dehors, on lui a dit de partir, on lui a dit qu'on ne voulait plus d'elle. Des murmures ont parcouru la foule, des mouvements mal à l'aise. Elle a erré seule dans cette tempête pendant des heures. Pas de téléphone, pas d'argent, pas d'endroit où aller. Elle a été heurtée par une voiture. Elle a failli mourir. Madison était devenue complètement immobile, figée. Son visage était blanc. Mais quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un a aidé. Quelqu'un a vu du potentiel là où tout le monde voyait des problèmes. Les yeux d'Eleanor étaient brillants, fiers. Cette personne est devenue sa famille, son mentor, sa mère à tous les égards qui comptent. J'ai fait une pause. J'ai laissé les mots s'installer. Cette jeune fille de 15 ans, c'était moi. L'auditorium est devenu silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Papa s'est levé à moitié. Maman l'a tiré vers le bas. Tous les deux me regardaient, la bouche ouverte. Madison avait l'air de vouloir disparaître à travers sa chaise. Les étudiants autour d'elle chuchotaient, pointaient du doigt. Ses amis avaient l'air confus. Inquiets. Je suis ici aujourd'hui parce que le docteur Eleanor Smith, j'ai fait un geste vers Eleanor, n'a pas abandonné quand ma propre famille l'a fait. Elle m'a appris que le rejet n'est pas la fin. C'est un commencement. D'autres murmures se propageaient comme une traînée de poudre. La bourse des secondes chances est née de cette expérience. Elle existe pour les étudiants à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez, qui ont été renvoyés, abandonnés, mis de côté. J'ai regardé directement Madison, j'ai établi un contact visuel. Parce que le fait d'être rejeté ne vous définit pas. C'est ce que vous faites après qui le fait. Aujourd'hui, cette bourse a aidé 47 étudiants. Ma voix est restée égale, claire. Des étudiants comme la fille que j'étais. Une femme à l'arrière a chuchoté fort. Est-ce que c'est vraiment sa famille? J'ai continué. Professionnel, imperturbable. J'ai appris quelque chose d'important pendant ces années après la tempête. La famille n'est pas toujours biologique. Parfois, c'est un choix. Parfois, ce sont les gens qui vous choisissent quand les autres s'en vont. Eleanor a essuyé ses yeux, m'a souri. J'ai appris qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde croie en vous. Il suffit d'une seule personne. Une personne qui voit au-delà de la surface, au-delà des accusations, au-delà des mensonges. Le visage de Madison s'est effondré. Elle a baissé les yeux, les épaules secouées. Ses amis avaient arrêté de chuchoter. Ils la regardaient maintenant, faisant les liens. Et j'ai appris, j'ai agrippé le podium, que le succès ne consiste pas à prouver que les gens ont tort. Il consiste à construire quelque chose de significatif malgré eux. Les mains de papa tremblaient. Il avait l'air de vouloir courir, partir, s'échapper. Maman pleurait silencieusement, le mascara coulant. Alors, à la promotion de l'université d'État de Riverside, je vous laisse avec ceci, votre valeur n'est pas déterminée par qui reste. Elle est déterminée par la façon dont vous grandissez après leur départ. J'ai fait une pause. J'ai laissé ça atterrir. Vous ferez face au rejet, à la déception, aux gens qui vous sous-estiment. C'est garanti. J'ai regardé la mer de diplômés, de jeunes visages, pleins d'espoir. Mais c'est à vous de décider de la suite. C'est à vous de choisir qui vous devenez. Standing ovation. Lentement d'abord, puis en crescendo. Les étudiants se levaient, le corps enseignant, les familles. Pas tout le monde. Papa est resté assis, pâle, les mains sur le visage. Maman s'est levée mécaniquement, applaudissant faiblement, les larmes coulant. Madison n'a pas bougé, est restée assise, figée, regardant ses genoux. Je me suis reculé du podium. Le président Walsh rayonnait. Merci, mademoiselle Sterling. C'était puissant. Je suis sorti de scène, retourné dans les coulisses, et j'ai respiré. La cérémonie a continué. Le président Walsh est retourné au podium, a commencé à appeler les noms. Je suis resté en coulisses, j'ai regardé à travers l'ouverture des rideaux. L'énergie avait changé. Les étudiants traversaient la scène pour recevoir leur diplôme, mais les applaudissements étaient distraits, inégaux. Les gens traitaient encore mon discours, parlaient, pointaient du doigt, vérifiaient leur téléphone. Madison Sterling, Bachelor of Arts, Communication. Madison s'est levé, a marché vers la scène. Son sourire était crispé, forcé. Ses mains tremblaient en acceptant le diplôme.
Les applaudissements étaient minces, clairsemés. Certaines personnes applaudissaient avec enthousiasme, ses amis proches probablement, mais d'autres n'applaudissaient pas du tout, se contentaient de regarder, de chuchoter. Elle est sortie de scène rapidement, a disparu dans la foule des diplômés. J'ai vu ses amis se rassembler autour d'elle, parlant avec urgence. Madison secouait la tête, essayant d'expliquer quelque chose, échouant. Papa et maman étaient assis, rigides, ne parlant pas, ne bougeant pas, regardant juste droit devant eux. Après que tous les noms aient été appelés, le président Walsh a clôturé la cérémonie. Félicitations à la promotion de 2026. Les mortiers ont volé. Les acclamations ont éclaté. Les familles se sont précipitées en avant. Je me suis éclipsé par une porte latérale. J'ai retrouvé Eleanor dans la zone de réception à l'extérieur de l'auditorium. Tu l'as fait, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Je l'ai fait. Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Libre. David est apparu. Olivia, c'était. Je veux dire, waouh. Il avait l'air troublé. Je n'avais aucune idée. Ta famille. Ça va? Je vais bien. Il demande à te voir. Qui? Tes parents. Ils sont à l'entrée latérale. Ils veulent parler. Mon estomac s'est noué. Est-ce que je dois? David a secoué la tête. Absolument pas. Je peux appeler la sécurité. Non. Je me suis redressé. Je vais leur parler. Selon mes propres termes. 5 minutes. C'est tout. Eleanor a serré ma main. Je serai juste là. Je me suis dirigé vers l'entrée latérale, vers la famille que j'avais laissée derrière moi il y a 13 ans. Ils se tenaient près d'un pilier. Le visage de papa était gris. Le maquillage de maman était maculé. Madison planait derrière eux, les yeux rouges. Je me suis arrêté à 1 mètre de distance. Distance professionnelle. Vous vouliez parler? La bouche de papa s'est ouverte, s'est refermée. Olivia, nous ne savions pas que tu serais là. Je suis sûr que non. Tu as l'air. La voix de maman s'est brisée. Tu as l'air bien. Je vais bien. Le docteur Smith s'en est assuré. Eleanor m'avait suivi, se tenait légèrement derrière moi, protectrice. Les yeux de papa se sont tournés vers elle, puis se sont détournés. On te doit des excuses. Vous me devez bien plus que ça. Ma voix était calme, égale. Mais des excuses, c'est un début. On a fait une erreur, a dit maman. Une terrible erreur. On aurait dû écouter. Vous auriez dû me protéger. C'est ce que font les parents. Ils protègent leurs enfants. J'ai gardé les mains le long du corps. Je n'ai pas croisé les bras. Je ne me suis pas fermé. Vous avez choisi le mensonge de Madison plutôt que ma vérité. Vous m'avez traité de malade. Vous m'avez mise dehors dans une tempête. Madison a sursauté, les larmes coulant sur son visage. On avait tort, a dit papa, sa voix s'est brisée. J'avais tort. Olivia, j'ai regretté cette nuit tous les jours pendant 13 ans. Bien. Le mot est resté là, tranchant. On peut parler? Maman a tendu la main vers moi. En privé? En famille? On n'est pas une famille. Je l'ai dit gentiment. Pas cruel, juste factuel. Vous l'avez clairement fait comprendre il y a 13 ans. Mais on peut réparer ça, a dit papa désespérément. On peut. On veut réparer ça. S'il te plaît. Il n'y a rien à réparer. Vous avez fait votre choix. J'ai fait le mien. C'est fini. Olivia. La voix de Madison. Calme. Brisée. Je suis désolé. J'avais 12 ans. J'étais stupide. Je ne savais pas, tu étais assez grande pour savoir ce que tu faisais. David est apparu avec un dossier. Olivia, ce sont les demandes de bourse pour le prochain semestre. Le président Walsh voulait que vous les ayez avant de partir. Il m'a tendu le dossier. Papier en tête officielle de l'université, mon nom, mon titre. Photo des boursiers, témoignage. Les yeux de papa se sont fixés dessus. Tu as vraiment fait tout ça? Oui. Malgré tout.
Maman a pris le dossier, doucement, l'a ouvert, l'a lu. Son visage s'est effondré. 200 étudiants. 47 jusqu'à présent, mais nous nous développons. Tu es directrice? Directrice principale. Depuis le mois dernier. J'ai repris le dossier. Je travaille avec 5 universités. Nous avons accordé plus de 200 000 $ de bourse à des étudiants issus de situations difficiles. Le président Walsh nous a rejoints, inconscient de la tension. Mademoiselle Sterling, c'était le meilleur discours d'ouverture que nous ayons eu depuis des années. Les étudiants en parlent encore. Merci, président Walsh. Il s'est tourné vers mes parents. Êtes-vous la famille d'Olivia? Vous devez être si fiers. Silence. Ils le sont, a dit Eleanor en douceur. N'est-ce pas, monsieur Sterling? La mâchoire de papa a travaillé. Oui, très fier. Le président Walsh a rayonné. Mademoiselle Sterling est l'un de nos partenaires les plus précieux. Son programme a changé des vies. Littéralement sauvé certains de ses enfants. Il m'a serré la main, s'est éloigné. Papa m'a regardé. M'a vraiment regardé. On n'avait aucune idée. Vous n'avez jamais demandé. J'ai gardé ma voix douce, pas en colère, juste fatigué. Vous m'avez effacé. Vous avez fait comme si je n'avais jamais existé. Pourquoi auriez-vous su? J'ai essayé de te trouver, a murmuré maman. Après l'hôpital, tu as disparu. J'ai changé mon nom légalement. Pour rendre les choses plus difficiles. J'ai croisé son regard. J'avais besoin que vous ne me trouviez pas. J'avais besoin d'espace pour guérir. L'as-tu fait? A demandé papa. Guérir? Oui. Pas grâce à vous. Les amis de Madison se sont approchés. 3 d'entre eux, l'air mal à l'aise. Madison. Une fille a touché son bras. C'est vrai? C'est vraiment ta sœur? Madison a hoché la tête, incapable de parler. Tu as dit que tu étais fille unique. Je sais. Juste. Tu as dit à tout le monde que ta sœur était morte. La voix d'un autre ami était froide. L'année dernière, tu as dit qu'elle était morte dans un accident de voiture quand tu avais 12 ans. Mes sourcils se sont haussés. Tu leur as dit que j'étais morte. Le visage de Madison a rougi. C'était plus facile que d'expliquer. Expliquer quoi? A exigé la première amie. Que ta famille t'a mise à la porte? Que tu as menti sur elle? Ce n'était pas comme ça. Alors comment était-ce? La troisième amie m'a regardé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé. Merci, ai-je dit doucement. Elles sont parties. Madison est restée là, seule, les regardant partir. Madison, a commencé maman. Ne le fais pas, la voix de Madison était sèche. Ne le fais pas, c'est tout. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé. Je voulais leur dire tellement de fois. Je voulais dire la vérité à tout le monde, mais j'avais peur. Peur de quoi? Qu'ils me détestent. Que tout le monde me déteste. Elle a essuyé ses yeux. Ils avaient raison, aussi. Je le mérite. Madison. Je me suis approché. Je ne te déteste pas. Je te pardonne pour ma propre paix, pas pour la tienne. Mais je ne veux pas de relation. J'ai besoin que tu respectes ça. On ne peut pas juste. Non. Ferme. Claire. Tu as fait des choix pendant 13 ans. Des choix pour continuer à mentir, pour me garder effacé. Ce n'est pas de la bêtise d'enfance. C'est ce que tu es devenu. Madison a sangloté. Maman l'a serré contre elle. J'ai regardé Eleanor. On peut y aller? Oui. Elle a passé son bras sous le mien. Rentrons à la maison. On est parti. On n'a pas regardé en arrière. On n'a pas regardé. Derrière nous, j'ai entendu Madison pleurer. Son père dire mon nom. Faible. Désespéré. J'ai continué à marcher. D'accord, je dois faire une pause ici une seconde. Ce moment, debout là, à regarder Madison réaliser qu'elle ne pouvait pas s'en sortir en mentant. Ça a pris 13 ans.
Si vous avez déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille toxique, laissez un commentaire. Les limites sont importantes. Et si cette histoire vous parle, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je partage ces histoires parce que je sais que quelqu'un l'adore a besoin de les entendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. La semaine après la remise des diplômes, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Messages vocaux de papa. S'il te plaît, rappelle. On doit parler. Je suis tellement désolé. On est tellement désolé. Juste, s'il te plaît. Email de maman. Long, décousu, plein d'excuses. On était tellement stressés. Madison traversait une phase. On ne comprenait pas ce qu'on faisait. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le travail m'a tenu occupé. Les demandes de bourse ont afflué. La cérémonie était devenue virale. Pas en entier, mais mon discours. Quelqu'un l'avait enregistré, l'avait posté sur les réseaux sociaux. 50 000 vues, puis 100 000. Les commentaires ont afflué. Cette femme est incroyable. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là. J'ai pleuré. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mais aussi, quelqu'un sait si c'est vrai? Quelle université était-ce? J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à la sœur. Je les ai ignorés, je me suis concentré sur le travail. Puis un email est arrivé d'une des anciennes amies de Madison. Sujet, tu mérites de savoir. À l'intérieur, des captures d'écran, des conversations de groupe. Les amis de Madison discutant d'elle, prenant leur distance. Un message s'est démarqué. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait menti sur le fait que sa sœur était morte. C'est psychotique. Un autre, je la désinvite de mon mariage. Je ne veux pas de drame. La vie sociale soigneusement construite de Madison s'effondrait. Une partie de moi se sentait mal. Une petite partie. La plus grande partie ne ressentait rien, juste du soulagement. Eleanor et moi avons dîné. Calme, confortable. Comment tu gères ça? A-t-elle demandé. Je ne sais pas. Je me sens. J'ai fait une pause, j'ai cherché le mot. Libre. Comme si j'avais enfin déposé quelque chose de lourd que je ne réalisais pas que je portais. Tu as bien fait, Olivia. Tu l'as géré avec grâce. Ils veulent se réconcilier. Et toi? J'y ai pensé. Vraiment. Pensé. Non, je ne crois pas, elle a hoché la tête, a serré ma main. C'est normal. Tu as le droit de t'en aller. 2 semaines plus tard, papa s'est présenté à mon bureau. Mon assistante m'a appelé. Olivia, il y a un monsieur Sterling ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit qu'il est votre père. Mon estomac s'est noué. Donnez-moi 5 minutes, puis faites-le entrer. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai rangé mon bureau, j'ai respiré. Papa est entré, l'air d'avoir 10 ans de plus. Cheveux gris, des rides autour des yeux, les épaules affaissées. Merci de me voir, dit-il. J'ai une réunion dans 20 minutes. Je comprends. Il s'est assis en face de mon bureau. Formel, comme un entretien d'embauche. Olivia, je dois dire ça. On avait tort. J'avais tort. Ce que je t'ai fait, ce que je t'ai dit, c'était impardonnable. Oui, ça l'était. Madison nous a dit la vérité. Enfin, la semaine dernière. Elle a craqué, a tout avoué, les mensonges, la manipulation, tout. 13 ans trop tard. Je sais. Je sais que ça ne répare rien. Ses mains tremblaient. Il les a jointes. Mais j'ai besoin que tu comprennes. On a vécu avec cette culpabilité. Chaque jour, on regarde cette chambre vide, les photos qu'on a enlevées, et on sait. On sait qu'on a détruit quelque chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas, peux-tu nous pardonner? Je me suis penché en arrière, j'ai réfléchi. Le pardon n'est pas le problème, papa. La confiance l'est. Et elle est brisée, en 1000 morceaux. Vous avez cru les mensonges de Madison plutôt que ma vérité. Vous m'avez traité de malade. Vous m'avez mise dehors dans une tempête. Je sais.
Tu ne sais pas, ma voix est restée calme, tranquille. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir 15 ans et d'être sans abri dans une tempête. De se faire dire par son propre père qu'on est trop brisé pour être aimé. Tu ne le sauras jamais. Des larmes ont coulé sur son visage. Que puis-je faire? Dis-moi ce que je peux faire. Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est trop tard. 3 jours plus tard, un email est arrivé. Sujet, je suis désolé. De Madison. J'ai failli le supprimer. Le doigt planant sur l'icône de la corbeille, mais la curiosité l'a emporté. Olivia, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je sais que je ne mérite pas ton attention, mais je dois dire ça. J'étais jalouse. Tellement jalouse de toi. Tu étais intelligente et capable, et les gens t'aimaient sans que tu fasses d'efforts. Je devais travailler pour chaque parcelle d'attention que je recevais. Et ce n'était toujours pas assez. Tu étais toujours meilleur. Quand Jack t'a préféré à moi, j'ai craqué. J'ai tout planifié. Les captures d'écran, le bleu, tout. Je savais que maman et papa me croiraient. Ils l'ont toujours fait. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je ne pensais pas que papa te mettrait vraiment à la porte. Quand je t'ai vu marcher dans la tempête, je me suis senti mal. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais trop peur, trop fier. J'ai passé 13 ans à mentir à tout le monde, à moi-même. J'ai dit aux gens que tu étais morte parce que c'était plus facile que d'admettre ce que j'avais fait. J'ai détruit ta vie. Je le sais. Et j'ai détruit la mienne aussi. Je n'ai plus de vrais amis maintenant. Personne ne me fait confiance. J'ai perdu mon offre d'emploi parce que quelqu'un de la remise des diplômes a parlé à la RH de ma situation familiale. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Madison. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai sauvegardé, je n'ai pas répondu. 4 jours plus tard, elle en a envoyé un autre, puis un autre, chacun plus désespéré, plus brisé. Après le 5e email, j'ai répondu. Court, final. Madison, j'accepte que tu étais jeune, mais tu as eu 13 ans pour corriger le tir. Tu as choisi de me garder effacé. Je te pardonne pour ma propre paix, mais je ne veux pas de contact. S'il te plaît, respecte ça. Elle a arrêté d'envoyer des emails. Mon discours est devenu plus viral que je ne l'avais prévu. Une chaîne de télévision locale m'a contacté, voulait m'interviewer sur le programme de bourse. J'ai accepté, mais seulement si on se concentrait sur les étudiants, pas sur mon histoire personnelle. Le reportage a été diffusé. Le programme Seconde Chance d'une chercheuse locale aide les étudiants en crise. Ils ont interviewé 3 boursiers. Une fille a dit, ce programme m'a sauvé la vie. Littéralement. J'étais sur le point d'abandonner. L'équipe de Mademoiselle Sterling m'a donné de l'espoir. Les demandes ont triplé. Les demandes de financement ont afflué. 3 autres universités voulaient devenir partenaires. Les revues d'éducation ont appelé. Voudriez-vous écrire sur votre méthodologie? Une conférence nationale m'a invité à prendre la parole. L'équité en éducation, combler le fossé. David a frappé à la porte de mon bureau. Tu es célèbre maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Bizarre. Je voulais juste aider quelques enfants. Tu fais plus que ça. Tu changes les systèmes. Le Conseil de l'éducation de l'État a envoyé une mention élogieuse. Reconnaissance pour contribution exceptionnelle à l'équité en éducation. Et à travers tout ça, j'ai vu les effets d'entraînement. Les réseaux sociaux de Madison sont devenus silencieux. Plus de messages. Ses comptes sont finalement devenus privés. Papa a envoyé un dernier email. On est fier de toi, même si on n'en a pas le droit. Je n'ai pas répondu. Maman a essayé d'appeler une fois. Je n'ai pas répondu. D'anciens amis de la famille m'ont contacté sur LinkedIn. Des messages gênants. J'ai entendu parler de ton travail. Tellement impressionnant. Peut-être qu'on pourrait se revoir. J'ai refusé poliment. Pendant ce temps, Eleanor a été acceptée comme conférencière principale à une conférence nationale. Viens avec moi, dit-elle, en tant qu'invitée et collègue. J'adorerais.
On s'est envolé pour Chicago, on a présenté ensemble, on est resté dans un bel hôtel, on a parlé de tout sauf de ma famille biologique. Tu as construit une belle vie, a dit Eleanor au dîner. Tu devrais être fier. Je le suis. Grâce à toi. Non. Elle a secoué la tête. Grâce à toi. Je t'ai juste donné une chance. Tu as fait le reste. 1 an après la remise des diplômes de Madison, ma vie avait complètement changé. La bourse des secondes chances était maintenant dans 10 universités. Nous avions aidé 83 étudiants à rester à l'école, à rester en vie, à garder espoir. J'ai été promue directrice principale, j'ai eu un bureau d'angle, une augmentation, la reconnaissance de personnes dont je n'avais lu les noms que dans les manuels. Je suis sorti avec quelqu'un, un homme gentil nommé Marcus, qui travaillait dans la politique publique. Ça n'a pas marché, mais ça s'est terminé à l'amiable. J'apprenais que toutes les fins n'avaient pas à être douloureuses. Eleanor a eu 60 ans. On a organisé une fête. Collègues, amis, étudiants qu'elle avait encadrés au fil des ans. Des gens qui l'aimaient, l'avaient choisie, avaient construit une famille autour d'elle. J'ai porté un toast à la femme qui m'a appris que la famille se construit, elle n'est pas innée. Merci de m'avoir choisi. Elle a pleuré. Des larmes de joie. Je pensais parfois à ma famille biologique. Pas souvent, pas douloureusement, juste des pensées, me demandant où ils étaient. Si Madison avait reçu de l'aide. Si papa envoyait toujours des emails sans réponse. Ils ont envoyé une carte de Noël. Pas d'adresse de retour, juste des signatures. Richard, Patricia, Madison. Pas de message, pas d'explication. Je l'ai mise dans un tiroir, je ne l'ai pas jetée, je n'ai pas répondu, j'ai juste reconnu son existence. J'ai pris la parole lors d'une autre remise de diplôme. Université différente, étudiants différents, mais messages similaires. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous contrôlez. Après, une jeune femme s'est approchée, 20 ans, en larmes. C'était mon histoire aussi. Ma famille m'a mise à la porte à 16 ans. Je pensais que j'étais seul. Tu n'es pas seul, lui ai-je dit. Tu survis. C'est plus que suffisant. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci. Je suis rentré chez moi ce soir-là, dans la maison que je partageais avec Eleanor, ma vraie mère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix totale. Les gens me demandent si je regrette cette nuit, la tempête, la douleur, l'hôpital. Je ne le regrette pas. Parce que ça m'a mené ici. À cette vie, ce travail, cette famille que j'ai choisie. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse comme la mienne. Je le sais. J'ai de la chance. Le docteur Eleanor Smith m'a trouvé, m'a choisi, m'a sauvé. Tout le monde n'a pas ça. Mais tout le monde peut fixer des limites. Tout le monde peut décider qui a accès à eux. Vous ne devez pas votre présence aux personnes toxiques. Même si c'est votre famille. Surtout si c'est votre famille. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un pour votre propre paix tout en le gardant hors de votre vie. Ce n'est pas contradictoire. C'est parfois nécessaire. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. Le choix le fait. La constance le fait. Être là le fait. Eleanor a été là tous les jours pendant 13 ans. Elle a mérité le titre de maman. Mes parents biologiques, ils sont venus une fois, ont échoué, n'ont jamais réessayé. Ça dit tout. J'ai appris que le succès ne consiste pas à prouver que les gens ont tort. Il consiste à construire quelque chose de significatif malgré eux. Le programme de bourse n'était pas une vengeance. C'était un but. C'était transformer ma douleur en quelque chose qui aide les autres. C'est la différence. La vengeance cherche à blesser. Le but cherche à guérir. J'ai appris que votre valeur n'est pas déterminée par qui reste. Elle est déterminée par la façon dont vous grandissez après leur départ. Certaines personnes vous sous-estimeront toujours, vous rejetteront, vous diront que vous êtes trop brisé, trop malade, trop, ou pas assez. C'est leur limitation, pas la vôtre. C'est à vous de décider de la suite. C'est à vous de choisir qui vous devenez. J'ai choisi de devenir quelqu'un qui aide les enfants comme moi. Les enfants qui ont besoin d'une seconde chance. Les enfants qui méritent de savoir qu'ils valent la peine d'être sauvés. C'est mon héritage.
Pas la famille qui m'a jeté, mais la famille que j'ai construite après. Voilà donc mon histoire. La tempête qui a failli me détruire est devenue le catalyseur de tout ce que j'ai construit. J'ai 28 ans maintenant. Le même âge que lorsque j'ai commencé à vous raconter ça, mais je me sens plus âgé, plus sage, entière. Les noms de mes parents sont toujours dans mon téléphone. Je ne les ai pas supprimés, mais je n'ai pas appelé non plus. Ils existent dans mon passé, pas dans mon présent, et certainement pas dans mon futur. Madison m'envoie un message tous les quelques mois. Court, d'excuses. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Je les lis. Je ne réponds pas. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. L'un ou l'autre me convient. Le docteur Eleanor Smith est maman maintenant. Pas le docteur Smith, juste maman. C'est le contact d'urgence sur tous les formulaires. La personne que j'appelle quand quelque chose de bien arrive. Celle dont l'opinion compte. Le sang ne l'a pas faite ma mère. Le choix l'a fait. 13 ans à être là, à croire en moi, à m'aimer quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même. C'est la famille. Chaque année, le 15 octobre, l'anniversaire de cette tempête, je passe devant mon ancienne maison. Pas pour me punir, pas pour me complaire dans la tristesse, juste pour me souvenir. Je me gare de l'autre côté de la rue, je regarde ces fenêtres, cette porte, et je pense, cette fille a survécu. Elle a survécu au fait d'être traitée de malade, d'être jetée. D'être jugée trop brisée pour être aimée. Et elle n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Si vous êtes dans une tempête en ce moment, métaphorique ou réelle, sachez ceci, vous pouvez y survivre. Vous pouvez même prospérer après. Ce n'est pas parce que quelqu'un abandonne que vous devez abandonner vous-même. Fixez vos limites. Choisissez votre famille. Construisez votre but. Et ne laissez jamais, au grand jamais, personne vous dire que vous êtes trop malade, trop brisé ou trop. Vous êtes exactement assez. Merci d'avoir écouté. Vous comptez. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a aidé de quelque manière que ce soit, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous.